Un an après la fin de la guerre dans le Haut-Karabakh, les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont plutôt apaisées, mais le conflit n'est pas pour autant réglé. Nous donnons la parole ce soir à Rahman Mustafayev. Bonsoir, soyez le bienvenu. Vous êtes l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan en France, à Monaco et près le Saint-Siège. Vous serez aussi interrogé par notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Monsieur l'ambassadeur, il y a un an jour pour jour, le 8 novembre 2020, l'armée azerbaïdjanaise prenait la ville de Choucha, pour vous, Chouchi pour les Arméniens, ville historique du Haut-Karabakh. 2 jours plus tard, le 10 novembre, c'était le cessez-le-feu. Un an après ces événements, quel est le bilan que vous tirez et quelle est la situation sur le terrain? Bonsoir. D'abord, la ville de Choucha, c'est la ville... Aujourd'hui, c'est la fête nationale de l'Azerbaïdjan, c'est la fête de la libération de la ville. C'est une ville, c'est une capitale historique du Karabakh, mais aussi c'est une capitale culturelle de l'Azerbaïdjan. Donc c'est le berceau de la poésie azerbaïdjanaise, de la littérature azerbaïdjanaise. Et en fait, la libération de cette ville a mis fin de la guerre de 44 jours. Parce que 2 jours plus tard, la déclaration tripartite était signée par les chefs de 3 pays, la Russie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc ça, c'est le 10 novembre, le cessez-le-feu. Aujourd'hui, quelle est la situation? La guerre est terminée, la guerre est finie, le conflit est résolu parce que la disposition principale de tous les 4 résolutions du Conseil de sécurité était appliquée. Donc il s'agissait de retrait des forces armées arméniennes de tout le territoire azerbaïdjanais occupé. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la phase après la guerre, après le conflit. La guerre est finie, mais il y a beaucoup de sujets qui sont ouverts, il y a beaucoup de questions qui doivent être résolues. Et notamment, Slimane, celle des réfugiés. Oui, dans les territoires azerbaïdjanais que vous avez perdus en 1994 face aux forces arméniennes, ces territoires vous ont été restitués par les Arméniens au terme du cessez-le-feu. Est-ce que les milliers de réfugiés qui, à l'époque, avaient quitté leur maison et leur village sont, à la faveur de cette trêve d'1 an, sont déjà revenus, ont commencé à revenir chez eux ou pas encore? C'est une très bonne question parce que le premier défi que nous faisons face maintenant, c'est le sujet de déminage. Parce que le sol azerbaïdjanais est truffé par les mines antipersonnelles terrestres. Il s'agit de plus de centaines de mille mines antipersonnelles. Il faut les travaux de déminage. Il faut ensuite de faire la reconstruction de cette zone. Parce que la zone libérée aujourd'hui, ce sont des villes et des villages complètement détruits. Ils sont rasés de la surface de la terre. Le déminage, la destruction, il faut aussi des mesures de confidence entre les populations azerbaïdjanaises. Oui, bien sûr. Parmi les défis importants, c'est le sujet de délimitation et démarcation des frontières d'État entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous avons déjà proposé à la partie arménienne de s'asseoir autour de table, de négocier ce sujet. Et nous attendons les réponses de la part de la République d'Arménie. Mais combien de réfugiés, pour reprendre la question de Slimane, de réfugiés azéris de 1994 ont pu rentrer? Il s'agit de 750 000 déplacés azerbaïdjanais de la région de Karabakh et 7 districts qui étaient à l'époque occupés par les forces armées arméniennes. Aujourd'hui, c'est très compliqué de parler de leur retour parce que c'est impossible à cause des mines qui sont dans le sol. Mais après les travaux de déminage, on peut réfléchir sur le retour des déplacés azerbaïdjanais. Mais au début de l'année prochaine, il y a quelques chiffres, il y a quelques estimations que les premières parties des déplacés azerbaïdjanais, ils peuvent revenir dans les régions de Zangilan. Parce que là, déjà, il y a des travaux de déménagement dans cette région. Et sur la question, cette fois, des réfugiés arméniens, de celles et ceux des familles chrétiennes qui ont dû fuir leur village du Haut-Karabakh, est-ce que vous pouvez nous donner des garanties sur le fait qu'ils vont pouvoir revenir un jour, ou est-ce que vous avez tiré un trait sur leur droit à vivre sur cette terre? La meilleure garantie pour le retour des Arméniens, c'est le fait qu'il y a déjà dans l'Azerbaïdjan 35 000 Arméniens qui vivent depuis la chute de l'Union soviétique. C'est-à-dire, pendant le conflit, pendant la guerre, cette communauté, 35 000 Arméniens, ils vivent dans les autres régions et districts de l'Azerbaïdjan. C'est la meilleure garantie. Avec la citoyenneté azerbaïdjanaise Avec le passeport azerbaïdjanais, donc il n'y a pas ici aucun sujet de problème pour les Arméniens qui peuvent revenir. Il y a déjà des Arméniens qui sont revenus dans la ville de Khankindi. C'est la plus large ville de la région du Karabakh. Donc, avec les mesures de confidence, avec les mesures de déminage,
avec donc les mesures de... vous espérez que des familles puissent revenir. Monsieur l'ambassadeur, en mai dernier, l'armée azerbaïdjanaise a pénétré de quelques kilomètres à l'intérieur du territoire souverain de l'Arménie, je parle bien de l'Arménie, dans les régions de Syunik et de Gérardkounik. Il y a eu une condamnation ferme de la communauté internationale. Pourquoi cette incursion alors qu'il y a eu un cessez-le-feu? Oui, c'est une bonne question que vous avez posée et mentionnée aujourd'hui. Nous avons les cartes administratives de l'Azerbaïdjan. Les Arméniens, elles ont leur propre carte. La proposition, c'est de s'asseoir et de comparer les cartes et de définir finalement et définitivement les frontières d'État entre les deux républiques. Mais là, vous n'avez pas discuté puisque c'est l'armée. Là, vous n'avez pas discuté puisque c'est l'armée qui est Notre entrée. point de vue, que ce sont les terres azerbaïdjanaises donc, qui étaient prises par l'armée azerbaïdjanaise donc, pendant la guerre de 44 jours. Mais le fait que ce que vous avez mentionné, c'est le sujet des accords qui peuvent donc, être résolus pendant les négociations. Justement, Monsieur l'ambassadeur, la trêve qui est instaurée depuis 1 an et le cessez-le-feu dans la région est garantie par un centre où les soldats russes et turcs sont sur place pour garantir la sécurité ou l'application du cessez-le-feu. Jusqu'à quand ces deux puissances voisines, amies, traditionnelles vont rester dans la région? L'important qu'après la guerre, donc, la paix tient. Et l'ordre, donc, le droit international a été rétabli. C'est le point le plus important donc, que nous pouvons tuer après, donc, avec ces guerres, avec ces conflits. Les deux puissances, la Russie donc, et la Turquie, ils sont aujourd'hui présents dans les régions. Ce sont des acteurs importants pour l'Azerbaïdjan et pour donc, toutes les régions parce que ce sont les voisins de l'Azerbaïdjan. En fait, l'ordre régional a bien changé après cette guerre. Parce qu'à l'époque, c'était le groupe de Minsk qui faisait la gestion de l'ancien conflit. Aujourd'hui, la composition des acteurs régionaux a changé. Aujourd'hui, c'est la déclaration tripartite, c'est-à-dire qu'il y a le mécanisme de cette déclaration. C'est la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous faisons déjà des négociations. Il y a donc la commission tripartite qui est présidée par les premiers ministres de 3 pays, 3 républiques. Et nous faisons aujourd'hui donc les projets, les travaux sur les réouvertures des voies de communication et de transport. La deuxième donc, partie de cette mosaïque régionale, c'est le groupe de Minsk. Il est là, il est présent avec le mandat du groupe de Minsk qui doit s'adapter à la nouvelle réalité. Ouais. Mais quelle est la nouvelle réalité? C'est le fait que le conflit est résolu. Parce que la disposition principale était appliquée donc, et les forces d'occupation étaient écartées de cette région. Slimane, justement, puisque Monsieur l'ambassadeur parle des acteurs géopolitiques, il y en a qu'on n'a pas cités. C'est parfois difficile de s'y retrouver. On a par exemple Israël qui soutient plutôt votre pays, l'Azerbaïdjan. On a l'Iran, pays musulman chiite, qui soutient plutôt l'Arménie chrétienne. Il y a des soutiens paradoxaux. Par exemple, la Hongrie, qui se défend comme un pays chrétien au point de refuser ouvertement des réfugiés, par exemple des immigrés musulmans, qui soutient l'Azerbaïdjan, alors que l'Iran, qui est chiite comme l'Azerbaïdjan, et qui a 16% de ses habitants qui sont des Azéris, l'Iran soutient l'Arménie. Comment expliquer ces paradoxes? J'aimerais bien de préciser donc, votre question, parce qu'il ne soutient pas l'Azerbaïdjan, il soutient le droit international. Parce que le droit international, c'est... Vous parlez de la Hongrie, là? C'est la résolution du Conseil de sécurité qui a été appliquée donc, pendant la guerre. Malheureusement, ces résolutions elles étaient appliquées par la force, par l'armée azerbaïdjanaise, pour la seule raison que pendant 30 ans, ces documents étaient lettres mortes. L'Israël soutient l'Azerbaïdjan parce que l'Israël soutient le droit international. Donc la souveraineté de la République, intégrité territoriale et inviolabilité des frontières internationalement reconnues de notre République. La même chose, la Hongrie. L'Union européenne soutient l'Azerbaïdjan, donc les pays comme le Pakistan, même la Russie. Et l'Iran? Les États-Unis, ils soutiennent donc le principe du droit international. Et l'Iran? Avec l'Iran... qui est votre voisin, l'un des voisins les plus importants. Avec l'Iran, nous avons un dialogue important, actif. Nous avons une relation très importante. C'est notre partenaire important, notre voisin. Vous avez fait partie de l'Empire perse dans le passé. Pendant la guerre de 44 jours, donc, le leader spirituel de l'Iran, il s'est exprimé assez clairement en faveur de la souveraineté de la République d'Azerbaïdjan.
Donc, il n'y a pas ici les questions dans ce qui concerne l'Iran et l'Azerbaïdjan. Juste pour finir, peut-être avec une note d'espoir, je signale que dans des universités azerbaïdjanaises, je dis bien en Azerbaïdjan, il n'y a plus de place pour apprendre l'arménien, j'ai bien dit l'arménien, et que dans le Haut-Karabakh, il y a des Arméniens qui veulent apprendre pour le coup la langue azerbaïdjanaise. Slimane, ce qui nous amène à une dernière question. Une dernière question, Monsieur l'ambassadeur. On est regardé en Arménie et on est regardé en Azerbaïdjan. Et il y a beaucoup de francophones. Si vous devez aujourd'hui, au nom de la République, au nom de votre pays, lancer un message aux Arméniens du Haut-Karabakh, qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire s'ils sont en train de nous écouter? D'abord, merci pour cette question. C'est vraiment très important. C'est le sujet principal aujourd'hui. Le message est suivant. Vous êtes nos citoyens, quels que soient les passeports que vous portez. Vous devez s'intégrer dans l'espace juridique, social, culturel, économique et politique de notre pays. Donc, il y a une bonne place pour vous, pour les Arméniens, dans notre République. Azerbaïdjan est une république unie, indivisible. Il y a une place pour les Arméniens. Donc, leurs droits nationaux, linguistiques, religieux seront respectés. Égalité de droits et des obligations et devoirs donc, devant la loi. C'est le sujet, Merci. donc c'est le principe principal. Et en ce qui concerne votre question, pour la langue azerbaïdjane et arménienne, c'est un espoir. C'est pas espoir, c'est un bon mouvement dans le bon sens, parce que nous ne sommes pas dans le XVIIe siècle. Nous sommes dans le XXIIIe siècle. Et ça prouve aussi que les jeunes générations, sans doute, en ont marre de la guerre. Il faut regarder vers l'avenir. Il faut penser aux générations qui viennent. C'est très important. Merci beaucoup, Rahman Mustafayev. Merci, monsieur l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan en France. Et merci, Slimane, également, pour ce grand angle.